Imaginez, juste un instant, 2 énormes géants pétroliers et gaziers africains. Mhm. Leurs dirigeants se rencontrent en grande pompe, ils font des discours vibrants sur la nécessité absolue de refaçonner l'ordre mondial, de bloquer les ingérences étrangères et de protéger la souveraineté de tout un continent. Un programme géopolitique colossal en somme. Voilà, colossal. Mais et c'est là que ça devient fascinant quand on regarde leurs échanges commerciaux bilatéraux. Le montant total, ça représente à peine le prix d'un bel appartement dans une capitale européenne. Ouais, c'est vraiment le grand paradoxe de cette situation. Et c'est la contradiction centrale qu'on va devoir absolument décortiquer aujourd'hui. Exactement. Parce que d'un côté, on a une rhétorique géopolitique flamboyante et de l'autre, des cales de navires marchands qui sont quasiment vides, quoi. Et pour comprendre ce décalage, on a la source parfaite pour notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. Ou alors, pour poser le décor, nous sommes le lundi 11 mai 2026. On est en plein cœur de la visite d'État du président angolais João Lourenço à Alger. Et le texte sur lequel on se penche aujourd'hui, c'est un extrait d'article très, disons, très engagé, qui s'intitule « À Nasr al-Moussak », qu'on peut traduire par « le texte collé ». Un titre assez énigmatique d'ailleurs. Ouais, mais le contenu, lui, ne l'est pas du tout. Dès les premières lignes, l'auteur ne fait vraiment pas dans la dentelle. Il ne décrit pas ça comme une simple visite de courtoisie. Pour lui, c'est carrément la résurrection d'un axe géopolitique majeur, un véritable bouclier continental. C'est ça, le ton est extrêmement militant. Et je pense il est crucial de préciser une chose fondamentale pour ceux qui nous écoutent dès le départ. Allez-y. Ce texte est profondément imprégné d'une rhétorique politique assumée. Notre objectif ici, ce n'est évidemment pas de prendre parti, ni de valider les affirmations de l'auteur comme des vérités absolues. Bien sûr que non. On est là pour analyser la mécanique. Exactement. Notre mission, c'est de comprendre l'ingénierie de son argumentaire. Comment ce texte utilise-t-il l'histoire pour justifier des décisions politiques actuelles? Et surtout, comment l'auteur tente-t-il de masquer ou de justifier ce fameux vide économique dont vous parliez à l'instant? D'accord, décortiquons un peu tout ça alors. Parce que pour comprendre cette mécanique, l'auteur nous oblige d'abord à regarder dans le rétroviseur en fait. Oui, on ne peut pas se contenter d'analyser la diplomatie de 2026. C'est clair. Et le texte utilise une expression très forte. Il qualifie l'Algérie de, et je le cite, mec des révolutionnaires. Ah, ça c'est une expression qui nous ramène directement aux années 1960. À cette époque, Alger n'était pas juste une capitale diplomatique ordinaire, c'était un véritable hub logistique pour les mouvements de libération africains. Mais concrètement, ça voulait dire quoi? C'était des réunions secrètes dans des hôtels? Oh, on parle de bien plus que ça. On parle de camps d'entraînement, de la fourniture de faux passeports, de livraison d'armes. Agostinho Neto, qui était le leader historique du mouvement populaire de libération de l'Angola, le fameux MPLA, Mhm. eh bien, il a littéralement trouvé refuge et un appui militaire concret à Alger. Et c'est vraiment dans ce contexte de clandestinité que s'est forgée la doctrine que le texte met en avant. La fameuse idée que la liberté de l'Afrique est indivisible. Voilà, exactement. Le postulat, c'est que l'indépendance d'un pays est incomplète, voire menacée, si le continent entier n'est pas totalement libéré de la domination coloniale. D'accord, je vois. En gros, si tu gagnes ton indépendance, mais que ton voisin est toujours sous contrôle étranger, tu ne dormiras jamais sur tes deux oreilles. C'est la base même de leur matrice géopolitique, ouais. Bon, alors si je peux me permettre une petite analogie. Allez-y. Est-ce que cette visite d'État de 2026, avec toute cette ferveur décrite par l'auteur, c'est pas un peu une sorte de grande réunion d'anciens élèves? Vous savez, ces vieux copains de lycée qui reviennent dans leur incubateur d'origine pour se remémorer le bon vieux temps de la lutte anticoloniale et réaffirmer leur charte de l'époque. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que l'analogie fonctionne, mais il faut faire attention. Ah, pourquoi? Parce qu'une réunion d'anciens élèves, c'est généralement empreint d'une nostalgie assez inoffensive. Or, ce que l'auteur décrit ici, c'est tout sauf inoffensif. C'est la réactivation d'une doctrine de survie. Une doctrine de survie. Oui, la confiance entre l'Algérie et l'Angola, elle ne s'est pas construite autour de petits fours dans des salles de conférences climatisées à Genève, voyez? Elle s'est forgée dans le sang, dans la lutte armée. Ouais, ça crée des liens indéfectibles, c'est sûr. Exactement. Et pour l'auteur, cet ancrage historique donne à l'axe Alger-Luanda une légitimité, une sorte de, disons, de pureté idéologique que les alliances modernes qui sont basées uniquement sur des intérêts financiers à court terme n'auront jamais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette prétendue pureté historique, l'auteur s'en sert très vite comme d'une arme de frappe dans le texte. Absolument, on quitte la nostalgie des années 60 pour plonger à pieds joints dans l'échiquier politique actuel de l'Union africaine.
Et le vocabulaire devient, comment dire, franchement belliqueux. L'article décrit cette visite comme une, je cite encore, gifle retentissante adressée au pouvoir marocain, que l'auteur appelle le Maksen. Mhm. Le texte affirme même que cette alliance détruit les illusions de percée du Maroc en Afrique. Il faut qu'on s'arrête un instant sur ces termes. Le mot Maksen désigne traditionnellement l'appareil d'État et le palais royal au Maroc. Mais dans la rhétorique de ce texte, il est utilisé pour incarner l'adversaire stratégique absolu. L'auteur insiste lourdement sur la question du Sahara occidental, en fait. Ouais. Selon lui, depuis Alger, l'Angola réaffirme de manière totalement inflexible son soutien à l'autodétermination de ce territoire. Et ce faisant, l'auteur s'attaque frontalement à ce qu'il appelle la diplomatie des transactions. Ouah, la diplomatie des transactions, il tape vraiment fort dessus. Mais attendez, comment ça fonctionne exactement, cette diplomatie parallèle selon la grille de lecture de l'auteur? C'est ce qu'on pourrait qualifier de diplomatie pragmatique. L'auteur dénonce une stratégie qui consisterait à dire à un État africain « Écoutez, je finance des infrastructures chez vous, j'ouvre mes ports à vos exportations, j'investis massivement, et en échange, vous soutenez ma position diplomatique, notamment sur le dossier du Sahara occidental. » Mais enfin, c'est du donnant-donnant. C'est donner pour recevoir. C'est littéralement la base des relations internationales depuis la nuit des temps, non? Tout à fait. Sauf que pour l'auteur de notre texte, c'est vu comme une hérésie absolue. Une trahison, carrément. Exactement. Dans sa vision, la souveraineté et l'autodétermination ne sont pas des variables d'ajustement qu'on peut monnayer contre, je sais pas, un barrage hydroélectrique ou une autoroute. D'où cette histoire de gifle. Mais honnêtement, si on prend un peu de recul, des mots comme gifle retentissante, illusion détruite, c'est pas un peu excessif quand même? Est-ce que ce n'est pas juste le jeu normal et pragmatique des influences régionales qui est dramatisé à l'extrême ici, juste pour les besoins du récit? Cela soulève une question importante, effectivement. Bien sûr que c'est dramatisé. C'est de la communication politique à l'état pur. Il est impératif pour notre auditoire de garder à l'esprit que nous analysons là la perception très partisane de l'auteur. Bien sûr. Mais au-delà de l'exagération verbale, ce qui est frappant, c'est la fonction stratégique de ce discours. L'auteur utilise le conflit du Sahara occidental non pas juste comme un simple litige territorial, mais comme le test ultime. Un test. Un test de pureté idéologique. Pour l'auteur, la façon dont un pays se positionne sur ce dossier permet de définir qui sont les, entre guillemets, vrais défenseurs des principes fondateurs de l'Union africaine face à ceux qui céderaient aux sirènes économiques de puissances extérieures. Ah, je vois. En montrant que l'Angola résiste à ces offres purement transactionnelles, l'auteur érige l'axe Alger-Luanda en gardien incorruptible du temple africain, en fait. C'est le mot, incorruptible. C'est l'image qu'il veut projeter. Ce qui nous amène directement à la dimension continentale de ce fameux axe, parce qu'on dépasse très largement le cadre bilatéral là. L'article esquisse un projet global avec un slogan qu'on entend souvent, des solutions africaines aux problèmes africains. Un slogan classique, oui, mais qui prend ici une tournure très opérationnelle. L'objectif affiché, c'est de former un véritable bloc de pression. Ouais. D'ailleurs, le texte introduit même un troisième sommet à ce triangle de pouvoir, Pretoria, en Afrique du Sud. Donc on aurait Alger au nord, Luanda à l'ouest et Pretoria au sud. Exactement. Et l'auteur décrit ce trio comme le véritable moteur indépendant de l'Afrique, capable de garantir la paix, la sécurité et surtout de bloquer toute ingérence étrangère. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est une architecture géopolitique qui est extrêmement bien pensée. L'Afrique du Sud apporte un poids économique colossal et une influence majeure dans le monde anglophone. Ce qui permet au bloc de ne pas être vu uniquement comme une alliance francophone ou lusophone, c'est ça, il y est? Absolument, c'est une volonté de déplacer le centre de gravité politique mondiale. L'enjeu, c'est de cesser d'être un simple terrain de jeu pour les autres puissances et de devenir un acteur qui dicte ses propres conditions. Vous savez, quand on analyse ces données, j'ai une image qui me vient en tête pour ce triangle Alger-Luanda-Pretoria. Je vous écoute. C'est un peu comme s'ils formaient le bureau très exclusif d'un syndicat de copropriétaires à l'échelle du continent. Ils essaient de verrouiller les règles de l'immeuble pour s'assurer qu'aucun promoteur immobilier étranger ne puisse venir imposer sa loi ou faire main basse sur les ressources des sous-sols. L'image du syndicat de copropriété est excellente. Le verrouillage du règlement intérieur, c'est exactement l'intention décrite par l'auteur. Ouais. Mais, pour filer votre métaphore, c'est bien beau d'avoir un règlement intérieur très strict et de clamer son indépendance haut et fort.
Mais que se passe-t-il quand, disons, la chaudière de l'immeuble lâche ou que la toiture fuit? Bah, Si le syndicat n'a pas les fonds pour réparer lui-même, il est bien obligé d'appeler ce fameux promoteur extérieur qu'il déteste tant. et voilà. C'est exactement le mur de la réalité sur lequel l'auteur vient s'écraser de plein fouet dans la dernière partie de son texte. La confrontation avec les chiffres. Oui, on passe brutalement des grandes envolées lyriques sur le bouclier continental aux données économiques brutes. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Quand j'ai lu les chiffres cités par l'auteur lui-même, je vous avoue, j'ai cru à une erreur de frappe. Vous parlez du fameux saut qualitatif des exportations. Mais oui, l'auteur parle avec un sérieux olympien d'un saut qualitatif en 2024 des exportations algériennes vers l'Angola. Mhm. Et il donne le montant, environ 1,33 million de dollars. C'est très peu. 1,33 million, surtout concentré sur des produits chimiques et alimentaires. Attendez, on parle de deux géants bourrés de ressources pétrolières et gazières, et leur commerce pèse 1,33 million. Mais c'est le chiffre d'affaires d'une grosse boulangerie, sérieusement. Comment l'auteur peut-il justifier un discours de superpuissance avec un bilan aussi anecdotique? C'est vrai que le contraste est frappant et je comprends votre réaction. Ce chiffre, bien qu'il soit modeste pour de telles puissances, révèle en fait une faille structurelle majeure. C'est l'aveu implicite que cette alliance a vécu pendant un demi-siècle sur ses souvenirs politiques et idéologiques des années 60, sans jamais construire de fondation économique réelle. Mais pourquoi? C'est quand même dingue de ne rien échanger pendant 50 ans. C'est une question de logistique héritée de l'histoire, tout simplement. Historiquement, les infrastructures en Afrique, les ports, les routes, les voies ferrées, ont été pensées pendant la période coloniale avec un seul objectif en tête. Extraire les ressources et les envoyer vers le nord. Exactement, vers l'Europe et aujourd'hui vers l'Asie. Ces infrastructures n'ont absolument jamais été conçues pour faciliter un commerce horizontal entre les pays africains eux-mêmes. Ah! Donc même s'ils voulaient s'échanger des tonnes de marchandises, logistiquement, c'est un cauchemar. C'est un véritable casse-tête. Pour Alger, il est souvent plus rapide et bien moins cher d'envoyer un cargo à Marseille ou Barcelone que de le faire descendre toute la côte atlantique jusqu'à Luanda. D'accord, ça explique beaucoup de choses. Et c'est précisément pour cela que l'auteur, qui sent bien la faiblesse économique de son argumentaire, met le paquet sur les promesses futures. Oui, il nous sort une liste impressionnante de 20 futurs accords de coopération. Voilà. Des accords qui doivent couvrir le pétrole, le gaz, l'agriculture, l'enseignement supérieur, les infrastructures, et surtout, il insiste sur la création d'un fameux conseil d'affaires algéro-angolais. Ce conseil d'affaires, c'est la clé de voûte de leur nouvelle stratégie. C'est une tentative de connecter les entreprises locales pour concrétiser cette fameuse volonté politique. L'Alliance doit urgemment construire sa propre machinerie financière aujourd'hui pour rester crédible. Le syndicat de copropriétaires dont vous parliez a compris qu'il lui fallait ses propres artisans, en somme. C'est ça, ou se faire avaler par ceux qui ont le carnet de chèques, quoi. Exactement. Eh bien, en rassemblant en poudrier-pièce de notre analyse, on réalise à quel point cet extrait est riche d'enseignements. Ça nous montre vraiment comment l'histoire douloureuse des luttes anticoloniales est réactivée, pas juste pour faire joli, mais comme un outil diplomatique massif. Un outil pour repousser l'influence occidentale et contrer les stratégies transactionnelles de pays comme le Maroc, oui. C'est une vraie leçon sur la façon dont les nations construisent leur récit de puissance. Mais ça expose aussi, malgré l'auteur, cette fragilité économique criante qui les force aujourd'hui à devoir transformer d'urgence cette fraternité d'armes en un vrai business. C'est une excellente synthèse. Et d'ailleurs, cela nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse sur l'avenir de cet axe géopolitique. Je sens que vous allez nous laisser sur une note provocatrice. Allez-y. On l'a vu, toute cette architecture diplomatique repose lourdement sur la nostalgie, sur la charge émotionnelle des liens tissés pendant les guerres de libération des années 60. N'est-ce pas, Evelyne? Ouais, le souvenir de la fameuse Mecque des révolutionnaires. Exactement. Mais que se passera-t-il lorsque la prochaine génération de dirigeants africains prendra le pouvoir? Des jeunes qui n'ont absolument aucun lien émotionnel avec cette époque. Ah oui, des technocrates, des économistes. Voilà. Face à des offres de développement massif et purement transactionnelles proposées par les grandes puissances modernes, le seul souvenir romantique des années 60 suffira-t-il à maintenir ce bloc solidaire? Ou bien le pragmatisme économique balayera-t-il cette vieille fraternité idéologique? Ça, c'est une question fantastique à garder en tête pour la suite. Merci beaucoup d'avoir démêlé ces fils complexes avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé vos éclairages très pointus. C'était un plaisir de décortiquer tout ça. Et à notre auditoire, merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de nos sources. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle exploration. Gardez l'esprit critique et à très bientôt.